Chapitre 4. C'est vraiment la découverte du siècle. La porte n'était pas encore fermée que Madame Challenger surgit de la salle à manger. La petite femme était furieuse. Elle barra la route à son mari, telle une poule enragée devant un bulldog. De toute évidence, elle m'avait vu sortir, mais elle n'avait pas remarqué mon retour. « Georges, vous n'êtes qu'une brute !» hurla-t-elle. « Vous avez blessé ce charmant jeune homme !» Il agita son pouce par-dessus son épaule. « Il est derrière moi, sain et sauf. » Elle était embarrassée, mais il y avait de quoi. « Oh, je suis désolé, je ne vous avais pas vu. »« Tout va bien, madame, je vous assure. »« Il a abîmé votre pauvre visage. Oh, Georges, quelle brute vous faites. Des scandales toute la semaine. Tout le monde vous déteste et se moque de vous. Je suis à bout. Et là, c'est vraiment le comble. »« Plus tard, le linge sale, femme, » gronda-t-il. « Ça n'a rien d'inscret, s'écria-t-elle. Croyez-vous que toute la rue, toute la ville de Londres d'ailleurs. Austin, sortez, vous n'avez rien à faire là. Pensez-vous que personne ne parle de vous? Et votre dignité? Vous, un homme destiné à devenir professeur d'une grande université, vénéré par des milliers d'étudiants. Où est passée votre fierté, Georges? Et que faites-vous de la vôtre, ma chère? Vous m'épuisez. Un voyou, un vulgaire voyou bagarreur, voilà ce que vous êtes devenu. Jessie, soyez sage. Une brute enragée, rugissante. Vous l'aurez voulu. Tabouret de pénitence, dit-il. À ma grande surprise, il se pencha, l'attrapa à bras-le-corps et la déposa sur un haut piédestal de marbre noir dans l'angle du couloir. Il faisait au moins 2 mètres de haut, et il était si étroit qu'elle ne pouvait guère bouger. Je ne pouvais imaginer objet plus absurde que cette femme au sommet de ce perchoir, le visage convulsé par la colère, les pieds ballants, raidis par la peur de basculer. « Faites-moi descendre, » gémit-elle. « Dites, s'il vous plaît. »« Georges, vous êtes un malotru. Faites-moi descendre tout de suite. »« Venez dans mon bureau, monsieur Malone. »« Vraiment, monsieur ?» dis-je en regardant la dame. « Voilà que monsieur Malone prend votre défense, Jessie. Dites, s'il vous plaît, et vous descendrez. »« Oh, mais quelle brute! S'il vous plaît, s'il vous plaît !»« Vous devriez surveiller votre conduite, ma chère. Monsieur Malone travaille dans la presse. Il pourra publier tout cela dans son torchon dès demain et en vendre une 12aine de plus à nos voisins. Une étrange histoire dans la haute société. Vous pensiez que vous étiez trop haute sur ce piédestal, n'est-ce pas? Et puis en sous-titre, regard sur un ménage singulier. C'est un pourvoyeur d'immondices, monsieur Malone, un mangeur de charognes comme tous ceux de sa race. Porcus ex grege diaboli, un pourceau de la horde du diable. Ça suffit, Malone. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vraiment infernal, dis-je sur un ton virulent. Il émit un beuglement en guise de rire. « Mais c'est que nous avons là une coalition, » gronda-t-il en nous regardant tour à tour, sa femme et moi, et en gonflant son énorme poitrine. Puis, tout à coup, d'une voix plus douce. « Pardonnez ce badinage matrimonial frivole, monsieur Malone. Je vous ai rappelé dans un but plus sérieux que pour vous mêler à nos plaisanteries domestiques. Décampez, petite femme, et ne vous tracassez pas. » Il posa ses mains énormes sur ses épaules. Tout ce que vous dites est la stricte vérité. Je serais sans doute un homme meilleur si je suivais vos conseils, mais alors je ne serais plus vraiment George Edward Challenger. Le monde est rempli d'hommes qui sont meilleurs que moi, ma chère, mais il n'y a qu'un seul G.E.C. Alors sachez vous en accommoder. Soudain, il l'embrassa bruyamment, ce qui me gêna encore plus que son comportement violent. Maintenant, monsieur Malone, poursuivit-il avec un accès de dignité prononcée, par ici, je vous prie. Nous réintégrâmes la pièce que nous avions quittée d'une façon si tumultueuse 10 minutes auparavant. Le professeur ferma soigneusement la porte derrière nous, nous poussa dans un fauteuil, et il brandit une boîte de cigares sous mon nez. « D'authentique San Juan Colorado, dit-il. Ce qu'il faut à un tempérament énervé comme le vôtre, c'est un bon calmant. Ciel, ne le mordez pas, coupez, coupez avec respect. Maintenant, détendez-vous et écoutez attentivement ce que je vais prendre la peine de vous dire. Si une quelconque remarque vous vient à l'esprit, réservez-la pour un moment plus propice. Tout d'abord, pour ce qui est de votre retour chez moi après votre expulsion on ne peut plus justifiée, il pointa la barbe en avant et me dévisagea comme s'il me mettait au défi de le contredire. Je dis bien après votre expulsion on ne peut plus justifiée. La clé réside dans votre réponse à ce policier trop zélé, et j'ai cru discerner chez vous une lueur de générosité. Plus en tout cas que ce que j'ai l'habitude de voir chez les gens de votre profession. Même si la faute de cet incident vous incombe,
Vous avez fait preuve d'un détachement et d'une largeur d'esprit qui m'ont interpellé. La sous-espèce humaine dont vous faites malheureusement partie a toujours été en dessous de mon horizon intellectuel. Vos paroles vous ayant soudainement élevé, je vous ai aperçu nageant vers la surface. C'est la raison pour laquelle je vous ai prié de m'accompagner. J'étais d'humeur à vous fréquenter davantage. Soyez gentil de mettre votre cendre dans le petit cendrier japonais sur la table de bambou à votre gauche. Tout cela tandis qu'il plastronnait comme un professeur s'adressant à sa classe. Il avait fait pivoter son fauteuil dans ma direction et se tenait assis là, gonflé comme un gros crapaud buffle, la tête renversée et les yeux à demi fermés sous ses paupières dédaigneuses. Et tout à coup, il se tourna de profil, me laissant comme vis-à-vis des cheveux emmêlés et une large oreille rouge. Il fourragea dans le fatras de papier qui encombrait son bureau. Au bout d'un moment, il se retourna en tenant ce qui ressemblait à un cahier de dessin en lambeaux. « Je vais vous parler de l'Amérique du Sud, commença-t-il. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens à ce que vous compreniez que rien de ce que je m'apprête à vous révéler ne doit être jamais rendu officiel sans mon autorisation expresse. La dite permission qui, si l'on s'en tient à ce qui est humainement possible, ne sera jamais accordée. C'est bien clair ? C'est très dur, dis-je. Je suis sûr qu'un récit pertinent... Il reposa le cahier sur la table. Voilà une affaire réglée, dit-il. Je vous souhaite une excellente matinée. Non, non, m'écriai-je. Je me soumets à n'importe quelle condition. D'après ce que je vois, je n'ai pas le choix. Pas le moindre, dit-il. Alors soit, je vous donne ma parole. Parole d'honneur ? Parole d'honneur. Ses yeux arrogants me fixèrent, remplis de méfiance. Après tout, que sais-je de votre honneur ? dit-il. Ma parole, monsieur, criai-je furieux. Ne vous gênez pas. Je n'ai jamais été autant insulté de ma vie. Il avait l'air plus intéressé qu'ennuyé par la violence de ma réaction. Tête ronde, murmura-t-il, brachycéphale, yeux gris, cheveux noirs, avec un soupçon de type négroïde. Celte, je présume. Je suis irlandais, monsieur. Irlandais, irlandais ? Oui, monsieur. Bien sûr, tout s'explique. Laissez-moi réfléchir. Vous avez promis que vous ne trahiriez pas ma confiance. La dite confiance qui, je dois avouer, sera loin d'être totale. Mais je suis prêt à vous fournir quelques indications intéressantes. Tout d'abord, vous savez sans doute qu'il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Amérique du Sud. Un voyage qui fera date dans l'histoire du monde scientifique. Le but de mon périple était de vérifier certaines conclusions de Wallace et Bates, ce qui ne pouvait être accompli qu'en observant les faits rapportés dans les mêmes conditions où ils les avaient rédigés. Si mon expédition n'avait abouti qu'à cela, elle aurait déjà été remarquable. Mais il m'est arrivé là-bas une curieuse aventure qui déboucha sur des perspectives de recherche entièrement nouvelles. Vous n'êtes pas sans savoir, quoiqu'à votre âge on n'est qu'à moitié instruit et vous l'ignorez sûrement, que la région qui entoure certaines portions de l'Amazone n'a été explorée qu'en partie et qu'un grand nombre d'affluents, dont certains ne sont même pas sur la carte, se jettent dans le fleuve principal. J'avais la tâche d'explorer cet arrière-pays peu connu, et d'observer sa faune qui m'a fourni matière à plusieurs chapitres pour cet ouvrage énorme, ce monument de la zoologie qui est ma raison d'être. J'étais sur le retour, j'avais accompli mon travail, et j'eus l'occasion de passer une nuit dans un petit village indien, là où un certain affluent, dont je tairai le nom et l'emplacement, se jette dans le fleuve principal. Les indigènes étaient les Indiens Kukama, une race aimable mais dégénérée, avec des capacités mentales à peine au-dessus du londonien moyen. J'en avais soigné quelques-uns en remontant la rivière, et ma personnalité les avait beaucoup impressionnés. Aussi, je ne fus pas surpris de découvrir qu'ils attendaient mon retour avec impatience. À leurs signes, je devinais qu'une personne avait un besoin urgent de mes services médicaux, et j'accompagnai le chef jusque dans l'une de ses huttes. À mon entrée, je découvris que le patient pour qui on avait sollicité mon aide venait juste d'expirer. À ma grande surprise, ce n'était pas un Indien, mais un homme blanc, ou, devrais-je plutôt dire, un homme très blanc, car il avait des cheveux blonds filasses et les caractéristiques d'un albinos. Il était vêtu de haillons squelettiques et il portait tous les stigmates d'une souffrance prolongée. D'après ce que je comprenais du récit des indigènes, il leur était tout à fait étranger, et il était arrivé à leur village après avoir traversé la forêt, seul et au dernier stade de l'épuisement. Le sac à dos de l'homme était posé à côté de son grabat, et j'en examinais le contenu. À l'intérieur, son nom était inscrit sur une étiquette. Maple White, Lake Avenue, Detroit, Michigan. C'est un nom devant lequel je suis toujours prêt à tirer mon chapeau.
Il n'est pas exagéré de dire qu'il sera inscrit à côté du mien quand le moment sera enfin venu de reconnaître le mérite de cette entreprise. À en croire le contenu du sac, il paraissait évident que cet homme était un artiste, un poète en quête de sensations. Il y avait des fragments de poésie. Je ne prétends pas être juge en la matière, mais je les trouvais particulièrement médiocres. Il y avait aussi des reproductions assez banales de scènes au bord de l'eau, une mallette de peinture, une boîte de fusain, des brosses, cet os incurvé qui est posé sur mon encrier, un volume de papillons diurnes et nocturnes de Baxter, un revolver bon marché et quelques cartouches. Quant à son équipement, ou bien il n'en avait pas, ou alors il l'avait perdu en cours de route. Voilà tout ce qui restait des effets personnels de cet étrange bohémien américain. Alors que je me détournais de lui, je remarquai quelque chose qui dépassait du devant de sa veste. C'était son cahier de dessin, qui était alors dans l'état délabré où vous le voyez à présent. En vérité, depuis qu'elle est en ma possession, cette relique n'a pas été traitée avec moins de respect qu'un tome de Shakespeare. À présent, prenez-la, et je vous demande de la consulter page après page et d'examiner son contenu. Il se servit un cigare et se cala dans son fauteuil, en me défiant de ses yeux implacables, observant l'effet que ce document allait produire. En ouvrant le carnet, je m'attendais à une révélation, mais de quelle nature je n'en avais pas la moindre idée. Cependant, la première page était décevante, car elle ne contenait que le portrait d'un très gros homme en veste kaki, avec cette légende écrite en dessous, « Jimmy Colvert sur le paquebot ». À la suite de quoi, venaient plusieurs pages remplies de petits croquis d'Indiens et de leurs coutumes. Après cela, il y eut la représentation d'un ecclésiastique jovial et corpulent coiffé d'un chapeau gouttière, assis en face d'un Européen très maigre, et l'inscription « Déjeuner avec Fra Cristofero au Rosario ». Des études de femmes et de bébés remplissaient quelques pages supplémentaires, et ensuite il y eut une série ininterrompue de dessins d'animaux avec des légendes comme Lamentin sur un banc de sable, Tortues et leurs œufs, Agouti noir sous un palmier myrtille, qui s'avérait être une espèce d'animal porcin. Puis il y eut une double page d'esquisses de sauriens à long museau et très laids. Je ne pouvais mettre un nom dessus, et je le dis au professeur. Ce ne sont certainement que des crocodiles. Des alligators, des alligators. Vous avez peu de chance de voir un vrai crocodile en Amérique du Sud. La différence entre les deux... Ce que je voulais dire, c'est que je ne voyais rien d'extraordinaire, rien qui justifiât ce que vous avez dit. Il sourit tranquillement. « Essayez la page suivante, dit-il. Je ne comprenais toujours pas. C'était un croquis en couleur d'un paysage qui s'étalait sur la page entière, le genre de tableau qu'un paysagiste emporte comme modèle pour un travail ultérieur plus détaillé. Au premier plan, il y avait un terrain couvert d'une abondante végétation vert pâle, adossé à une ligne de falaises rouges sombres, étrangement plissées, comme certains reliefs basaltiques que j'avais déjà vus. Elle formait une muraille continue en arrière-plan. À un endroit se trouvait un rocher pyramidal, couronné d'un grand arbre, et qui paraissait séparé des falaises par une crevasse. Tout au fond, le ciel était d'un bleu tropical. Une fine ligne de végétaux bordait le sommet des falaises rosâtres. « Eh bien ?» fit-il. « C'est sans aucun doute une formation curieuse, dis-je, mais je ne suis pas assez versé dans la géologie pour dire que c'est extraordinaire. »« Merveilleux, fit-il en écho, c'est unique, incroyable. Personne au monde n'a jamais rêvé que cela soit même possible. Et maintenant, la suivante. » Je tournai la page et ne pus retenir un cri de stupéfaction. Sur toute sa surface, on avait dessiné l'animal le plus incroyable que j'ai jamais vu. C'était une hallucination de fumeur d'opium, une vision de cauchemar. Une tête de volaille, le corps d'un lézard dilaté, une queue hérissée de pointes. Le dos arrondi était bordé d'une crête en dents de scie, faite d'une douzaine de ces excroissances charnues qu'on voit sur la tête d'un coq. Devant la créature se tenait un homoncule dérisoire ou un nain de forme humaine qui la regardait d'un air ahuri. « Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça ?» s'écria le professeur tandis qu'il se frottait les mains à l'air victorieux. « C'est monstrueux, grotesque. » « Mais pourquoi a-t-il dessiné un tel animal ?»« Le jean de contrebande, je dirais. »« Oh, c'est la meilleure explication que vous pouvez donner, pas vrai ?»« Eh bien, quelle est la vôtre, monsieur ?»« La créature est réelle, c'est l'évidence même. Cela fut dessiné sur le vif. » J'allais éclater de rire, mais je me retins juste à temps. Je nous voyais en train de faire la roue dans le couloir une fois de plus. « Sans aucun doute, dis-je, de la façon dont on se prête aux caprices d'un idiot. Je dois pourtant avouer, ajoutai-je, que cette petite forme humaine me laisse perplexe.
Si c'était un Indien, nous pourrions le noter comme une preuve qu'il existe une race de pygmées en Amérique, mais il se trouve que c'est un Européen avec un chapeau de paille. Le professeur s'ébroua comme un buffle en colère. « Vous atteignez le record, dit-il. Avec vous, je découvre de nouvelles possibilités. Parésie cérébrale, inertie mentale, fantastique. » Son absurdité était telle que je n'étais même pas fâché. En fait, c'eût été un gaspillage d'énergie, car s'il fallait être en colère après cet homme, on devait l'être constamment. Je me contentais d'esquisser un sourire là. « J'ai été frappé par la petite taille de cet homme, dis-je. »« Regardez là !» cria-t-il en se penchant vers moi et martelant l'image à coups de l'énorme saucisse velue qui lui servait de doigt. « Vous voyez cette plante derrière l'animal ? Vous pensiez peut-être que c'était un pissenlit, un chou de Bruxelles ou que sais-je d'autre ? Eh bien, c'est un Phytéléphas aequatorialis, un palmier tagua, et ils font entre 15 et 20 mètres de haut. Ne voyez-vous pas que l'homme a été mis là pour une bonne raison ? Il n'aurait jamais pu se tenir devant cette brute, puis être encore en vie pour la dessiner. Il s'est rajouté dans le dessin pour donner un ordre de grandeur. Il mesurait, nous dirons, plus d'1,65 m. Cet arbre est 10 fois plus grand, ce qui n'a rien de surprenant. « Seigneur !» m'écriai-je. « Alors vous croyez que la bête était... » Attendez, la garde Charing Cross ne ferait même pas une niche pour un monstre pareil. N'exagérons rien, mais c'est certainement un spécimen de belle taille, fit le professeur d'un air important. Mais, protestai-je, on ne peut quand même pas mettre tout le savoir humain de côté en se basant sur un simple croquis. J'avais tourné les pages et m'étais assuré que le livre ne contenait rien d'autre. Un simple dessin par un artiste vagabond américain qui peut très bien l'avoir réalisé sous l'emprise du hashish ou d'un délire provoqué par la fièvre, ou simplement pour satisfaire son imagination débordante. En tant qu'homme de science, vous ne pouvez pas défendre une telle position. Pour toute réponse, le professeur prit un livre sur une étagère. « Voici une excellente monographie réalisée par mon talentueux ami Ray Lancaster, dit-il. Il y a là une illustration qui vous intéressera. Ah, oui, la voilà. Juste en dessous, la légende dit « Reproduction vraisemblable d'un dinosaure vivant à l'ère jurassique, le stégosaure. La patte arrière fait 2 fois la taille d'un homme adulte. Eh bien, que dites-vous de ça ?» Il me tendit le livre ouvert. J'eus un sursaut en voyant l'image. Dans cette reconstruction animale d'un monde disparu, il y avait vraiment une grande ressemblance avec le dessin de l'artiste inconnu. « C'est absolument remarquable, dis-je. »« Mais vous ne l'admettez pas comme preuve. »« C'est sûrement une coïncidence, ou alors il se pourrait que cet Américain ait vu une image similaire et qu'il l'ait conservée comme souvenir. Ce genre de vision aurait tendance à revenir à l'esprit d'un homme qui délire. »« Très bien, » fit le professeur avec indulgence. « Admettons. Je vais maintenant vous demander d'observer cet os. » Il me passa celui qu'il avait précédemment décrit comme appartenant à l'individu. Il faisait presque 15 centimètres de long, était plus épais que mon pouce, et l'une de ses extrémités conservait des traces de cartilage desséché. « À quelle créature connue cet os appartient-il » demanda le professeur. Je l'examinai soigneusement et tentai de me remémorer quelques bribes de connaissances. « Ça pourrait être une clavicule humaine très épaisse, répondis-je. Mon compagnon écarta mon explication d'un geste méprisant de la main. « La clavicule d'un homme est incurvée, celle-ci est droite. Il y a une rainure sur la surface qui prouve qu'un large tendon y était rattaché, ce qui ne pourrait être le cas avec une clavicule. » Alors j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. N'ayez pas honte d'admettre votre ignorance, car je ne pense pas qu'il y ait un seul professeur dans tout South Kensington qui puisse mettre un nom dessus. Il sortit un petit os de la taille d'un haricot d'une boîte à pilules. Pour autant que je puisse en juger, cet os est l'équivalent de celui que vous avez à la main. Cela vous donnera une idée de la taille de la créature. Vous remarquerez d'après son cartilage que ce n'est pas un spécimen fossile, mais qu'il est récent. Qu'est-ce que vous en dites ? Cela provient sans doute d'un éléphant. Il fit une grimace douloureuse. Jamais, ne parlez jamais d'éléphant en Amérique du Sud, même à notre époque de niveau cours élémentaire. Eh bien, n'importe quel animal d'Amérique du Sud, par exemple un tapir. Vous imaginez bien, jeune homme, que je suis plutôt versé dans tout ce qui touche à mon domaine. Il est inconcevable que cet os appartienne à un tapir ou à une quelconque créature connue de la zoologie. Il appartient à un animal très grand, puissant et, par analogie, extrêmement féroce, et qui vit sur Terre, mais n'a pas encore été remarqué par la science. Vous n'êtes toujours pas convaincu ? En tout cas, je suis profondément intéressé. Alors votre cas n'est pas désespéré.
Je sens qu'il y a du bon sens qui se cache quelque part en vous. Nous allons donc patiemment fouiller pour le trouver. Laissons maintenant l'Américain mort et poursuivons mon récit. Vous pensez bien que je pouvais difficilement quitter l'Amazone sans approfondir la question. Il y avait des indices de la route empruntée par le malheureux voyageur. Déjà, les légendes indiennes pouvaient me guider. J'avais observé que toutes les tribus riveraines entretenaient des rumeurs identiques à propos d'un pays mystérieux. Sans doute avez-vous entendu parler de Kurupuri. Jamais. Kurupuri est l'esprit de la forêt, quelque chose de terrible, quelque chose de malveillant qu'il faut éviter. Personne ne peut décrire à quoi il ressemble, ni ce qu'il est, mais c'est un mot qui sème la terreur tout le long de l'Amazone. Maintenant, toutes les tribus sont d'accord sur la direction dans laquelle se trouve Kurupuri. C'était la même direction que l'Américain avait empruntée. Quelque chose de terrifiant se trouvait au bout de cette route. Je devais découvrir ce que c'était. Qu'est-ce que vous avez fait? J'avais abandonné mon ton désinvolte. Cet homme imposant forçait l'attention et le respect. Je surmontais la réticence des indigènes, une réticence qui va jusqu'à rendre le sujet tabou. Et grâce à une persuasion habile et des présents, et aussi, je dois l'admettre, quelques menaces d'employer la force, j'obtins que 2 d'entre eux me servent de guide. Après bien des aventures qu'il n'est pas nécessaire de décrire, et après avoir parcouru une distance que je ne mentionnerai pas, dans une direction que je ne révélerai pas, nous abordâmes une région qui n'avait jamais été décrite, ni visitée, en fait, sauf par mon infortuné prédécesseur. Faites-moi le plaisir de regarder ceci. Il me tendit une photographie, 2 fois plus petite qu'une plaque sensible. La qualité médiocre est due au fait, dit-il, qu'en descendant le fleuve, l'embarcation a chaviré. La malle qui contenait les films a développé s'est brisée, ce qui fut un désastre. Presque toutes les photographies furent détruites. Une perte irrémédiable. Celle-ci est une des rares qui en ait réchappé, plus ou moins, ce qui explique les lacunes ou les irrégularités que vous serez bien aimable d'excuser. Certains ont parlé de trucage. Je ne suis pas d'humeur à en discuter. De fait, la photographie était extrêmement décolorée. Un critique sévère aurait sans doute mal interprété cette pâle surface. C'était un paysage gris et morne, et tandis que j'en discernais peu à peu les détails, je vis une longue paroi rocheuse d'une hauteur incroyable, on aurait dit des chutes d'eau vues de loin, avec, juste devant, une plaine inclinée recouverte d'arbres. « J'ai l'impression que c'est le même endroit que sur le dessin, dis-je. »« C'est le même endroit, » répondit le professeur. « J'ai trouvé les traces de campement du gars. Maintenant, regardez ceci. » C'était une vue plus rapprochée de la même scène, bien que la photographie fût très mauvaise. Je pouvais nettement voir le promontoire rocheux couronné d'un arbre, à quelque distance de la paroi. « Cela ne fait pas le moindre doute, affirmai-je. « Bien, c'est une amélioration, fit-il. Nous progressons, n'est-ce pas? Maintenant, s'il vous plaît, voudriez-vous regarder ce piton rocheux? Est-ce que vous remarquez quoi que ce soit? » Un grand arbre. Et sur l'arbre? Un gros oiseau, dis-je. Il me passa une loupe. Oui, fis-je, en regardant à travers. Un grand oiseau est perché sur l'arbre. Quel énorme bec! Je dirais que c'est un pélican. Je ne vous félicite pas pour votre acuité visuelle, dit le professeur. Ce n'est pas un pélican, et ce n'est pas non plus un oiseau. Vous seriez sans doute intéressé d'apprendre que j'ai pu abattre ce spécimen-là. C'est la seule preuve tangible de mon expérience que j'ai pu rapporter dans mes bagages. Alors vous l'avez? Enfin une preuve irréfutable. Je l'avais. Malheureusement, je l'ai perdu avec tout le reste au cours de ce même accident de bateau qui a endommagé mes photographies. Je l'ai rattrapé alors qu'il s'enfonçait dans les tourbillons des rapides, et une partie de son aile m'est restée dans la main. Lorsque le courant m'a déposé sur la rive, j'avais perdu connaissance, mais le misérable reste de mon superbe spécimen était encore intact. Je vais vous le montrer. D'un tiroir, il sortit ce qui m'apparut être la partie supérieure de l'aile d'une grosse chauve-souris. C'était un os incurvé, long d'au moins 70 centimètres, sous lequel pendait une membrane. « Une chauve-souris monstrueuse !» avançai-je. « Jamais de la vie !» me reprit le professeur. Habitué comme je le suis à vivre dans un milieu éduqué et scientifique, je n'aurais pu imaginer que les principes élémentaires de la zoologie fussent si peu connus. Est-il possible que vous ignoriez les bases élémentaires de l'anatomie comparée, que l'aile d'un oiseau correspond en réalité à l'avant-bras, alors que l'aile d'une chauve-souris est constituée de 3 doigts allongés reliés par des membranes?
Dans le cas présent, l'os ne risque pas d'être l'avant-bras, et vous pouvez observer vous-même que cette membrane unique est fixée sur un seul os, et par conséquent, cela ne peut appartenir à une chauve-souris. Mais alors, si ce n'est ni un oiseau ni une chauve-souris, qu'est-ce que c'est? J'avais épuisé mes maigres réserves de savoir. Je ne sais vraiment pas, répondis-je. Il ouvrit l'ouvrage classique auquel il m'avait déjà renvoyé. Voici, dit-il en désignant l'image d'un fabuleux monstre volant. La reproduction excellente d'un dimorphodon, ou ptérodactyle, un reptile volant de la période jurassique. À la page suivante, vous avez un croquis montrant le mécanisme de son aile. Ayez l'obligeance de le comparer avec le spécimen que vous tenez à la main. Au fur et à mesure que j'observais, je fus submergé par la stupéfaction. Finalement, je fus convaincu. Aucune échappatoire possible. La quantité de preuves était écrasante. Le dessin, les photographies, le récit, et maintenant le vrai spécimen. Le témoignage était... Je lui en fis part, avec enthousiasme, car je me rendais compte que le professeur n'était pas reconnu à sa juste valeur. Il se laissa aller dans son fauteuil, les paupières mi-closes, le sourire indulgent, savourant un rayon de soleil inattendu. « C'est vraiment la chose la plus prodigieuse dont j'ai jamais entendu parler, dis-je, même si c'était plus par intérêt journalistique que scientifique. C'est colossal, vous êtes le Christophe Colomb de la science, celui qui a découvert un nouveau monde. Je suis sincèrement désolé si j'ai pu vous paraître sceptique, tout cela semble si incroyable. Mais je suis capable de reconnaître des preuves quand je les vois, et celles-ci persuaderaient n'importe qui. » Le professeur ronronnait de plaisir. « Et ensuite, monsieur, qu'avez-vous fait ?» C'était la saison des pluies, monsieur Malone, et mes provisions touchaient à leur fin. J'ai exploré une partie de cet escarpement, mais je n'ai pas trouvé le moyen de l'escalader. Le rocher pyramidal sur lequel j'avais vu et tiré le ptérodactyle était plus accessible. Comme je suis plutôt bon grimpeur, je me suis débrouillé pour parvenir à mi-chemin du sommet. Depuis cette hauteur, j'ai pu me faire une idée du plateau qui se trouvait tout en haut de la paroi. Il paraissait très vaste, et que ce soit vers l'est ou l'ouest, le panorama de collines verdoyantes était sans fin. En dessous se trouvait une région envahie par la jungle et les marécages, infestée par les serpents, les insectes et les fièvres. La nature protège cet étrange pays. Avez-vous remarqué d'autres traces de vie? Non, monsieur, pas la moindre. Cependant, au cours de la semaine où nous avons campé sous la paroi, des bruits insolites nous sont parvenus depuis le sommet. Mais la créature dessinée par l'Américain, comment l'expliquez-vous? Nous ne pouvons que supposer qu'il s'est frayé un chemin jusqu'au sommet, et que c'est là qu'il l'a vu. Par conséquent, nous savons qu'il y a un passage vers le haut. Nous savons aussi qu'il est impraticable. Sans cela, les créatures seraient descendues, et elles auraient envahi la région. N'est-ce pas évident? Mais comment sont-elles arrivées là? Je ne pense pas que le problème soit insoluble, dit le professeur. Il ne peut y avoir qu'une seule explication. L'Amérique du Sud est, comme vous l'avez sans doute appris, un continent de granit. Cet endroit particulier à l'intérieur des terres a subi, à une époque fort reculée, un bouleversement volcanique soudain et brutal. Vous remarquerez que ces escarpements sont basaltiques et par là même plutoniques. Une zone peut-être aussi grande que le Sussex a été soulevée d'un seul bloc avec tout son écosystème et coupée du continent qui l'entoure par des parois abruptes d'une telle dureté qu'elles défient l'érosion. Quelles sont les conséquences? Eh bien, le cours naturel des choses est suspendu. Les nombreux obstacles que la vie doit affronter partout ailleurs sont altérés ou neutralisés. Des créatures, qui étaient vouées à disparaître, survivent. Vous noterez au passage que le ptérodactyle et le stégosaure sont jurassiques. Par conséquent, ils sont très anciens dans la classification des espèces. Ils ont été artificiellement conservés par cet étrange concours de circonstances. Mais tout de même, vos preuves sont irréfutables. Vous n'avez plus qu'à les présenter aux autorités compétentes. C'est ce que je m'étais imaginé dans ma naïveté, dit le professeur d'une voix amère. Seulement je peux vous dire qu'il en alla tout autrement. De tous côtés je me suis heurté à l'incrédulité, engendrée en partie par la bêtise, en partie par la jalousie. Ce n'est pas dans ma nature, monsieur, de ramper devant autrui, ni de chercher à me justifier lorsque ma parole est mise en doute. Suite à ma première rebuffade, j'ai refusé de m'abaisser à présenter des éléments de preuve comme ceux qui sont en ma possession. Le sujet m'était devenu insupportable, je ne voulais plus en parler. Lorsque des hommes comme vous, qui représentent la curiosité insensée du public, sont venus perturber ma vie privée,
je n'ai pu les accueillir avec la réserve qui sied à ma dignité. Je dois avouer que j'ai le tempérament un peu vif, et lorsqu'on me provoque, j'ai tendance à m'emporter. Je crains que vous n'ayez eu l'occasion de vous en apercevoir. » Je m'imposai un regard neutre et gardai le silence. Mon épouse m'en a souvent fait le reproche, et pourtant, je crois que tout homme d'honneur eût ressenti la même chose à ma place. Cependant, ce soir, je propose de faire une démonstration éclatante du contrôle des émotions par la volonté. Je vous invite à l'exposition. Il me tendit un Bristol par-dessus son bureau. Vous voyez que Mr. Perceval Waldron, un naturaliste très en vogue, est annoncé à 8h30 du soir pour sa conférence « Les vestiges du temps » à l'auditorium de l'Institut de zoologie. On m'a spécialement invité. Je dois monter à la tribune et adresser un discours de remerciement aux conférenciers. Je profiterai de cette occasion, avec le tact et la délicatesse les plus extrêmes, pour placer quelques remarques susceptibles d'éveiller l'intérêt du public et inciter quelques personnes à approfondir le sujet. Rien de litigieux, vous comprenez, juste laisser entendre qu'il est possible d'aller plus loin. Je me tiendrai la bride haute, et je suis curieux de voir si cette modération ne va pas m'apporter de meilleurs résultats. « Et je peux venir ?» demandai-je avec enthousiasme. « Mais bien sûr !» répondit-il avec chaleur. Il avait cette générosité grandiose, énorme, qui vous dominait presque autant que sa colère. Son sourire bienveillant était merveilleux à voir, quand tout à coup ses joues gonflaient comme deux pommes rouges entre ses yeux mi-clos et sa grande barbe noire. « Venez, je vous en prie, cela me sera d'un grand réconfort de savoir que j'ai un allié dans l'assistance, même s'il est aussi inefficace et ignorant dans ce domaine que vous l'êtes. Je gage que le public sera nombreux, car Waldron, même si c'est un charlatan de la pire espèce, jouit d'une popularité considérable. Maintenant, Mr. Malone, je vous ai consacré plus de temps que je ne le voulais. L'individu ne doit pas monopoliser ce qui est destiné au monde. Je serai ravi de vous voir à la conférence de ce soir. En attendant, comprenez bien que tout ce que je vous ai dit doit rester strictement confidentiel. »« Mais mon rédacteur en chef, Mr. McArdle, voudra savoir ce que j'ai fait. »« Racontez-lui ce qui vous chante. Vous pouvez toujours lui dire, en plus du reste, que s'il envoie qui que ce soit d'autre pour m'importuner, je lui rendrai visite avec une cravache. Mais je compte sur vous pour que rien de tout ceci ne soit publié. Très bien. Alors, à l'auditorium de l'Institut de zoologie à 8h30. » Après qu'il m'eut congédié d'un geste de la main, j'avais encore à l'esprit les joues rouges, la barbe en cascade d'un noir presque bleu et le regard intransigeant.